Chers web auditeurs, bonjour et bienvenue sur No Name TV, l'émission qui ne porte pas de nom. Je vous accueille aujourd'hui au bureau de la dissidence pour un lever de rideau sur l'état des lieux de nos scènes artistiques françaises, plus particulièrement celles dont les vibrations ont pour ambition de nous faire rire. Rire à perdre haleine, mais de l'humour à la haine, il n'y aurait qu'un pas, selon un cercle de liberté d'expression tracé au compas, réglé par un autre cercle d'amis, celui-là, un cercle d'amis qui fait trépasser tous ceux qui lui préfèrent les rectangles de la scène et ne comprenant pas que l'on arrondisse les limites de la liberté d'expression. La scène en danger, chers web auditeurs, c'est le thème de notre émission du jour. En effet, aujourd'hui en France, des artistes ainsi que leur public sont pris à partie physiquement. D'autres sont contraints de jouer dans un bus suite aux annulations illégales de leur spectacle. Des écrivains aussi, nous invitant à comprendre le pire, voient leur best-seller relégués et dissimulés derrière le dernier Marc Lévy. C'est en France, oui, que tout cela se passe, et devant ces graves atteintes à la liberté d'expression, les acteurs du siècle des Lumières doivent se retourner dans leur tombe et constater que dans le siècle de l'électricité, la lumière s'est éteinte. Sans lumière, c'est la mort. Alors, chers web auditeurs, rallumons cette lumière, car ici, au bureau de la dissidence, on aimerait voir l'humour désarmer la mort, faire taire les armes, bruyantes donc sourdes, et par l'amour des mots, laissons libres des artistes incarner les bons comme les mauvais mots de notre société. Et parce qu'en France, il y a encore un peu de justice, il y a de l'espoir. Et puisque l'espoir fait vivre, vivons, chers web auditeurs, un moment unique avec un invité exceptionnel. Mais qui pouvait incarner le courage, le talent et la scène en danger ? Voici quelques indices. Si Malcolm X était un humoriste, il porterait le nom de notre invité. Si Hugo Chavez était un comique, il porterait aussi son nom. Enfin, si Barack Obama était un humoriste, il ne porterait pas le nom de notre invité du jour, cher web auditeur. Je convoque donc aujourd'hui au bureau de la dissidence le plus gros vendeur de billets de spectacles vivants, Dieudonné Mbala Mbala. Dieudonné, bonjour. Bonjour Baran. Veuillez, s'il vous plaît, décliner votre identité, date, lieu de naissance et nationalité. Alors, Dieudonné Mbala Mbala. Donc je suis né le 11 février 1966 à Fontenay-aux-Roses, en banlieue parisienne. Je suis de nationalité française, franco-camerounais. C'est sûr ? Oui, j'ai aussi la nationalité camerounaise. D'accord. Dieudonné, en préparant notre rencontre avec le plus gros vendeur de billets de spectacles vivants, qui plus est un comique, on s'attendait à rire beaucoup. Ouais. On a vite déchanté quand on a été confronté, choqué par la censure que vous subissez. Alors, ce n'est pas à votre public ni aux initiés que l'on va apprendre que vous avez été amené à jouer dans un bus, mais y a-t-il eu d'autres endroits insolites ? Ah oui. J'ai joué dans un bus après avoir joué dans des zéniths, suite effectivement à la censure orchestrée en France par la puissance d'un lobby qui ne dit pas son nom. Bon, on le connaît, c'est le CRIF, c'est le lobby israélien qui organise et qui filtre un petit peu aujourd'hui en France, en tout cas dans l'humour, ce qui est drôle, ce qui ne l'est pas. Il voudrait nous dire ce qui est drôle, ce qui ne l'est pas. Bon, en tout cas, on essaye de se bagarrer contre ce lobby dominant. Et donc, ils ont toute une armada d'armes à leur disposition. Ils font des pressions politiques. Donc, on a les arrêtés municipaux. Il y a évidemment les responsables de salles qui sont mis sous pression parce que s'ils invitent des artistes étiquetés antisionistes, ils sont à ce moment-là, on leur enlève les autres artistes qui sont produits de manière générale par l'industrie qui est dominée par ces productions sionistes. Et puis, j'ai été confronté à des annulations de salles. Je me souviens d'une maison pour tous à Angers. Maison pour tous, évidemment, sauf pour moi, en l'occurrence. Et donc, ce jour-là, j'ai joué dans un champ. Donc, on a donné rendez-vous. Il y a heureusement un agriculteur. Je ne sais pas s'il était tout à fait agriculteur, mais en tout cas, il avait un champ à sa disposition. Et donc, nous avons, avec tous les spectateurs, il y a une file de, 300 voitures. Et nous sommes partis comme ça. J'ai joué, on a mis une table, on avait une poursuite. Et puis, j'ai joué dans un champ. C'était un moment, effectivement, assez exceptionnel. Mais bon, ça fait partie de l'histoire de l'humour, en tout cas, qui se veut. Moi, j'ai l'impression de faire mon travail. Je n'ai pas l'impression de vouloir quoi que ce soit d'autre que de faire rire. Et beaucoup ont du mal à croire que ça puisse arriver, ce qui vous arrive avec un artiste
Oui, mais ce qui fait aussi que je travaille beaucoup plus que les autres, quand je jouais dans mon autocar, c'est 70 places, donc j'étais obligé de jouer 3 fois par jour. Et donc c'est sûr que je pense que c'est dans l'adversité aussi qu'on affine son art. Et j'ai un autre exemple qui illustre bien le fait qu'on vous empêche de travailler, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein. C'est l'exemple du multiplex Gaumont à Montpellier en mai 2012. Vous arrivez et là, la porte est fermée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Ben, bien souvent, ben, l'Olympia, pareil, exactement pareil, les pressions. Là, c'était Nicolas Sarkozy qui recevait le président d'Israël à ce moment-là. C'était en 2003 et 2004. Et donc, il était à l'époque ministre de l'Intérieur et le responsable de la salle reçoit un coup de téléphone. Il faut annuler. Là, c'est plus la préfecture, c'est plus là. On est tout en haut. Il me dit là, je peux plus rien faire. Je suis obligé d'annuler. J'ai aucune raison, mais on va invoquer un risque qui est un problème de sécurité. Un problème de sécurité. Improvisé quoi alors du coup Et donc j'ai joué là, à ce moment-là. Bon, alors là, pour ce qui est de l'Olympia, ben, on était 4000 personnes, 5000 personnes devant l'Olympia. Évidemment, on n'aurait même pas pu rentrer tous. Et puis ben, à Montpellier, c'était un peu la même chose. Voilà. D'accord. Là, vous évoquiez les arrêtés municipaux. Oui, ce sont toujours. En fait, le principe, la méthode, elle est assez simple. Les organisations israéliennes qui se cachent derrière des enseignes comme la LICRA ou le CRIF, eh bien, font pression sur les maires. Bien souvent, ils ont des leviers politiques, des leviers économiques qui leur permettent de mettre les élus dans des situations, des postures un peu délicates, ce qui fait que ils se disent bon on annule. Alors ils cherchent des prétextes. Mais alors au niveau du levier juridique là justement, on sait que plusieurs personnes vous ont tourné le dos, mais la justice elle est de votre côté. Alors à chaque fois, toute la difficulté c'est que lorsqu'un maire fait donc sous la pression donc de ces organisations fait un arrêté. On a un recours au tribunal administratif. Donc là, notre avocat, l'excellent avocat, Maître Verdier d'ailleurs, qui a l'habitude maintenant de la procédure, donc se retourne vers le tribunal administratif et demande simplement la suspension de cet arrêté. Et donc on l'obtient. Qui se fait dans la foulée. On l'obtient, mais alors là, il faut que ça soit dans un délai. C'est pour ça que souvent l'arrêté tombe genre 12 heures avant. Et donc on a encore la possibilité. Et puis après, donc là récemment, on fait lever l'arrêté. Donc ça c'est déjà une première procédure. Oui. Et ensuite on peut attaquer sur le fond pour demander des réparations. Et donc là, c'est ce qui s'est passé à La Rochelle. Et où là, on a fait condamner la ville de La Rochelle à pas loin de 50 000 euros. C'était pas la seule. En fait, oui, il y en a eu quelques-unes, mais là, c'est en fait les actions sur le fond sont jugées maintenant. D'accord. Parce que ça prend un certain temps quand même. Alors j'évoquais le fait que des personnes vous ont tourné le dos, et lorsqu'on écoute ce qui se dit sur vous à la télé, on voit que vous incarnez parfaitement le oui mais. À ce titre, je vous propose à vous et à nos chers web auditeurs de regarder quelques extraits. Moi, je trouve navrant qu'un artiste qui par ailleurs peut avoir du talent, sombre dans un tel naufrage et soit amené à une diatribe qu'on n'a pas entendue, en tout cas avec cette virulence depuis, je sais pas, 1934 peut-être dans beaucoup de pays d'Europe. Franchement, moi, Dieudonné, je vais dire un truc. Moi, en tant qu'artiste, franchement, comme tout le monde, quoi. Le mec, il est drôle, il est brillant et tout. Mais là, je me demande s'il n'a pas confondu combat et fond de commerce. Moi, j'aime beaucoup Dieudonné, mais on dit toujours qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et je crois qu'il a fait une petite erreur là-dessus. Mais en tout cas, je pense que c'est de loin le meilleur. Je trouve qu'il avait, et il a sans doute, beaucoup de talent. C'est un des meilleurs. Ben oui. Oh, c'est très compliqué cette histoire, parce que il est infréquentable maintenant. Même si c'est un des types qui me fait le plus rire, je pense même que c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur dans son genre. C'est un gâchis affreux. Et je lui dis, je te demande juste une chose pour faire le film, est-ce que tu es antisémite ou est-ce que tu l'es pas? Et il n'a pas été capable de me répondre, mais il m'a dit c'est plus compliqué que ça. Je lui dis bon alors laisse tomber, on se voit plus et tout, tu feras pas le film avec moi. Juste qu'il serait dans une autre époque, il ne sera pas fait taper dessus comme il l'a fait. Maintenant, ce qu'il y a fondamentalement derrière ce qu'il est en train de penser aujourd'hui et ce qu'il cultive aujourd'hui, effectivement c'est très contestable et je ne le trouve pas fréquentable, d'ailleurs je ne le fréquente plus. C'est le meilleur d'entre nous, il a les couilles